Heureux de vous retrouver, soyez bienvenus pour ce nouveau numéro d'International. L'invité aujourd'hui, député UMP, député d'opposition de Paris, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre du Commerce européen, je vous prie de m'excuser, peut-être étais-je en train de préfigurer, ne vous inquiétez pas. Pierre Lellouche, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais avoir le plaisir de vous interviewer en compagnie de Sophie Malibaud de RFI et de Yves-Michel Ayols du Monde. Beaucoup de questions, je vous le disais, sur la situation politique française, avec ce qu'il est convenu d'appeler le scandale des fausses factures dans votre formation politique à l'UMP, avec un regard sur la situation européenne et peut-être un manque d'appétence, un manque d'envie de la part de l'ensemble des Européens sur cette construction européenne. Et puis nous parlerons de quelques dossiers internationaux. Donc je précise, vous avez été en charge des affaires européennes et du commerce extérieur. Avant cela, je vous propose de faire un gros plan, un retour sur une semaine assez folle de votre formation politique, avec une nouvelle gouvernance, avec ses révélations. Bref, retour sur les quelques jours qui peut-être ont ébranlé la droite française. 3 anciens premiers ministres côte à côte pour sauver l'UMP. Mardi dernier, François Fillon, Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin affichent l'unité pour une direction collégiale du parti, au moins jusqu'à l'automne. Le bureau politique du mouvement en a décidé ainsi à l'unanimité. Et voici son tout nouveau secrétaire général, Luc Châtel, un proche de Nicolas Sarkozy. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, qui va être basée sur l'apaisement. Nous avons besoin d'apaisement pour organiser un congrès qui se fasse en toute transparence et que les militants puissent choisir leur dirigeant de l'UMP à l'automne prochain. Et celui qui n'est désormais plus en haut de l'affiche, c'est lui, Jean-François Copé, contraint à la démission de la direction du parti. En cause notamment le scandale Big Malion, la révélation par la presse de fausses factures au nom de l'UMP, montant total une dizaine de millions d'euros. Visée, la société de communication organise la riposte, son avocat lâchant en mai dernier une bombe judiciaire et politique. L'affaire Big Malion devient alors l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. À la demande de l'UMP, la société Big Malion a été amenée à établir des factures qui ont été imputées à l'UMP alors qu'elles auraient dû l'être à l'association de financement de la campagne du candidat M. Sarkozy en 2012. De fausses factures concernant des colloques et des conférences imaginaires, mais qui en réalité couvraient l'organisation de meetings géants à l'américaine en 2012. Des millions qui auraient dû figurer sur les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Ces fausses factures, certains députés en ont fait les frais, comme Pierre Lellouche quand il découvre chez les policiers que son nom figurait sur des justificatifs. C'est une affaire grave, parce que d'abord on m'a volé mon nom. On m'a volé mon nom et on l'a accolé à quelque chose qui est très probablement de nature frauduleuse. Derrière cette société, Bastien Millot et Guy Alves, de très proches collaborateurs de Jean-François Copé. Pourtant, ils le jurent sur les plateaux télé, ils ne savaient rien. La vérité, c'est que j'ai découvert tout cela il y a une douzaine de jours, lorsque cela a été publié chez votre confrère Libération. J'ai fait confiance à ceux des personnes dont c'était le métier. La confiance en l'UMP, justement, les Français n'en ont plus. Beaucoup lui ont préféré le Front National aux européennes. Le parti totalise 20% des voix contre 25% pour le FN. Alors, il y a ceux qui en appellent au renouveau. C'est une défaite pour la droite et le centre, parce que faute de nous unir, faute de porter ensemble un projet d'alternance pour la France, eh bien, nous avons laissé se produire ce qui s'est produit. Dans un récent sondage, Alain Juppé apparaît comme la personnalité la mieux à même de sauver la droite. Pour les partisans de Nicolas Sarkozy, c'est à l'ancien chef de l'État de revenir sur le devant de la scène. Mais dans la guerre des chefs, la partie est loin d'être finie. La suite, cet automne. Voilà pour un rappel des faits. Que se passe-t-il dans votre famille politique et vers quoi va-t-elle? On ne la sent pas très près sur un projet, sur une alternance. Bref, pas beaucoup de crédibilité. C'est le moins qu'on puisse dire. Il se passe des choses gravissimes à l'UMP. Il se passe qu'on a enfreint la loi, qu'on a mis en place des systèmes frauduleux qui seront sanctionnés par la justice, incontestablement. J'ai moi-même porté plainte. J'ai eu un jour la surprise de trouver mon nom accolé dans un système de fausses factures. Je peux vous dire que je n'ai pas apprécié. On l'a vu. Vous avez été surpris par ces révélations. J'ai attendu la fin des européennes parce que les élections allaient être difficiles. Donc j'ai demandé à être convoqué après. Donc dès le lendemain, c'est-à-dire le lundi qui a suivi, le 26, j'ai été auditionné et puis j'ai porté plainte.
Et j'ai porté plainte. On a commis, vous avez une Oui, il y a petite idée une- jusqu'où ça peut remonter Ça, j'en sais rien, puisque la justice se recherche les responsabilités. Moi, j'ai porté plainte contre X, à la fois pour usurpation d'identité et pour abus de confiance. Donc on verra bien. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a changé de direction. Il y avait une direction que j'avais publiquement critiquée comme étant une direction clanique, qui était Celle de Jean-François Copé. qui avait mis la machine au service personnel de sa conquête du pouvoir, en plaçant des hommes s'intéressant absolument pas aux idées, mais en se servant de la machine à des fins de conquête de pouvoir. Il faut qu'on sorte de tout ça. On en est sorti. Provisoirement, c'est une direction provisoire. On en est Les sorti. 3 premiers Il y a ministres, anciens premiers maintenant ministres. une direction provisoire, et j'espère qu'à partir de là, on peut reconstruire un parti qui se remet à travailler un peu sur le fond et qui est capable de présenter au pays une alternative à un gouvernement qui a échoué malheureusement. Donc je dis malheureusement parce que je suis un citoyen. Quand j'entends Valls dire que la gauche est en train de mourir et que Qu'elle nous pourrait disons la même disparaître. chose de la droite, Ouais. les seuls qui vivent aujourd'hui en France, c'est le Front National. C'est quand même pas très sain Mais pour la avant- démocratie. Avant de venir sur le fond, pour revenir sur l'affaire Big Malion, vous estimez, par exemple, comme Valérie Pécresse, que le triumvirat, enfin ces nouveaux dirigeants Les de 3 anciens transition premiers de l'UMP doivent porter plainte à leur tour? Est-ce Alors- que ça doit être leur premier geste pour faire la leur lumière? premier geste, c'est de lancer un audit, c'est ce qu'ils vont faire dès demain matin. C'est de changer un certain nombre de têtes. Et troisièmement, s'il le faut, en fonction de l'évolution de l'enquête, s'il y a effectivement eu des complicités, bien sûr porter plainte. Se joindre à ma plainte pour abus de confiance, ça c'est clair. Et selon vos conceptions, un dirigeant de parti doit connaître, quand le parti fait un chèque d'1 million d'euros ou 300 000, il doit connaître ce genre de... Selon ma conception, j'ai pas de conception particulière. En général, dans un parti, il y a un président, un secrétaire général, des trésoriers. Mais enfin, moi je veux bien tout, mais il y a un moment quand même où il faut arrêter de se cacher derrière je ne sais quel petit doigt. Un dirigeant d'entreprise, il est responsable des comptes de son entreprise. C'est pareil pour une association. Alors après, il peut y avoir des filtres, il peut y avoir des gens qui font en dessous des malversations, c'est possible. C'est pour ça que je mets pas personne, je suis pas procureur ni juge d'instruction. Alors, Mais enfin, il y a une responsabilité collective. D'ailleurs, il y a eu une démission collective de la direction devant l'ampleur du système et le nombre de millions qui se sont évaporés quand même. C'est quand même l'argent des adhérents. Et puis en partie, c'est l'argent des contribuables, puisqu'en France, les partis politiques financement sont en partie, public de la vie politique. bien sûr. Ouais. Vous citiez Emmanuel Valls, le Premier ministre, disant la gauche pourrait disparaître. Est-ce que Nous avons dit la même chose sur le... Voilà. Est-ce que vous dites la même chose sur la droite? Est-ce que l'UMP sert encore à quelque chose? C'est pas un astre mort, c'est pas devenu Je dirais une pas ampleur. ça. Je dirais pas ça parce que moi je suis au contact quand même de nos militants. J'ai encore vu tout le week-end. Il y a des gens qui nos idées, Mais l'étiquette, notre la marque vaut-elle quelque chose ou... Si on est capable de la nettoyer, la marque, elle vaudra quelque chose, bien sûr, parce que c'est le produit de beaucoup d'années de travail pour rassembler la droite et le centre et de faire en sorte que différentes familles politiques très anciennes, bonapartistes, gaullistes, centristes, tout ça se rassemblent dans une même formation moderne du centre droit. Il est dommage que tout ça a été gâché ces 2 dernières années, mais l'UMP peut repartir à condition que nous fassions vite le ménage. C'est bien l'intention d'ailleurs de François Fillon, d'Alain Juppé et de Jean-Pierre Raffarin. Et quelles sont justement les conditions de ce ménage? Qu'est-ce qu'il faut faire comme mesure pratique pour nettoyer cette image de l'UMP? Question de Yves-Michel Auriol. Changer la direction, faire un audit, trouver très vite la responsabilité, parce que je crois que plus vite on aura la lumière et la transparence, mieux on se portera. Et ensuite remettre le parti au travail. Alors il y a le congrès de l'automne qui va déterminer les prochains dirigeants, donc il faut mettre en place cette machine-là. Mais d'ores et déjà, il faut quand même qu'on travaille. On ne va pas juste regarder notre nombril et préparer un congrès. Il y a quand même beaucoup de sujets sur la loi de finances qui vont venir devant l'Assemblée. Il y a beaucoup de lois qui vont venir, et la transition énergétique, sur lesquelles nous devons avoir des positions claires. Alors le groupe parlementaire auquel j'appartiens, nous on se bat chaque semaine, mais il est important que le parti se mette à travailler à nouveau sur le projet. Parce que sur les élections européennes, elles n'ont pas été perdues sur l'affaire Big Malion. Il y a un problème de projet politique. Évidemment, mais à c'était droite. d'ailleurs un des points sur lesquels je m'étais beaucoup accroché avec Copé. Copé, son seul sujet, c'était qui je place en tête de liste, dont son ami Lavrieux d'ailleurs, qui a eu une tête de liste où il a magnifiquement été élu, lui et un autre député. On a été
détruit dans cette région de France. Il peut rester d'ailleurs. Personnellement, il peut rester député, rien. Il peut rester, sauf si il a de la morale. Ouais. Parce que dans cette affaire, nous, on a perdu un très bon député, qui est Jean-Pierre Gauzès, qui était le rapporteur général des questions financières au Parlement européen, qui lui était en numéro 3, et quand on n'a fait que 2 sièges, Gauzès est resté dehors. Donc ce sera un geste moral que la démissionne. C'est une affaire qu'il a en conscience, une décision qu'il a en conscience à faire. Bon. Voilà. J'ai pas de conseil à lui donner, mais je dis en conscience, cette place-là devait revenir à Gauzès. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme le parti passait son temps à se battre sur les têtes de liste. Il n'y a pas de projet. Il y a eu très peu de travail. Moi, j'ai assisté à quelques réunions, mais il fallait organiser un vrai débat sur ces affaires européennes depuis longtemps au parti. On ne l'a pas fait. Du coup, à la fin, il y a eu de la cacophonie. C'est les eurosceptiques sont exprimés. Personne n'a compris quelle était la ligne de l'UMP. Ça, plus les histoires de Big Malion, ont fait que le Front National est passé devant nous. Alors, dans une émission qui s'appelle International, on ne va pas passer, bien sûr, 7 heures à parler des heures et malheurs, on pourrait dire, de l'UMP. Néanmoins, on voit, à 3 ans d'élection présidentielle, une dizaine d'écuries de candidats déclarés potentiels. Ça donne un sentiment de confusion extrême. Le retour ou non de l'ancien président Nicolas Sarkozy, je ne vais pas énumérer tout le monde. Vous y voyez clair. Vous avez quelle boussole, vous, pour 2017 ? Moi, j'en ai une très simple, c'est les primaires. Ouais. Même si Nicolas Sarkozy va revenir. D'emblée, ça exclut. Voilà, Nicolas Sarkozy, lui, n'en veut pas. Donc ça vous met dans quel... J'allais dire, c'est son problème. Le parti, il a des règles. Si l'ancien président va être à nouveau candidat, il passera comme tous les autres candidats devant nos militants, mais aussi tous les Français qui se révèlent, qui se retrouvent dans notre philosophie politique. Voilà, moi, on ne sort pas de là. Pour ma part, je soutiendrai François Fillon, qui est mon ami depuis très longtemps. L'ancien Premier ministre, qui fait d'ailleurs partie du triumvirat qui dirige actuellement. Et voilà, l'horizon, c'est celui-là, et de faire en sorte que nous arrivions avec le meilleur projet possible. Et la volonté absolue de le mener à bien. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, François Fillon ? Écoutez, je pense qu'il a d'abord énormément d'expérience, qu'il a occupé à peu près toutes les fonctions possibles dans le système républicain. Il a une sorte de tranquillité qui est de nature à, je pense, à rassurer des Français qui sont aujourd'hui très anxieux, et en même temps une volonté absolue de mener à bien les réformes, parce qu'il connaît l'ampleur du problème. Il a été le premier, il y a déjà 6 ans, à dire que la France était en faillite. Malheureusement, à l'époque, ça lui a été beaucoup reproché, y compris par le président de l'époque. Je crois qu'il a compris qu'il faut faire ce travail. Oui, et que la France peut entendre ce langage de vérité. Et pendant toutes les années où lui était en charge des affaires, tout de même, à la tête du gouvernement... On a fait un peu. On a fait un peu. C'est-à-dire, on a commencé à couper le nombre de fonctionnaires, on a fait un début de réforme des retraites. On a fait une vraie réforme de l'université. On a fait un certain nombre de réformes, mais qui n'allaient pas assez loin. D'ailleurs, notre électorat nous a reproché de ne pas aller assez loin. Et en même temps, il y a une droite forte qui a émergé. Vous êtes plutôt de quel côté ? Plutôt du côté la droite forte ? Mais c'est quoi ? C'est une formation qui est arrivée en tête, je crois, sur le référendum interne. Je vais vous dire, je ne fais pas partie des histoires de pain au chocolat et de viande halal. Le problème de la France, c'est pas le pain au chocolat et la viande halal. Le problème de la France, c'est ce que disait Copé à l'époque, on s'en souvient. Voilà, il y a évidemment des problèmes liés à l'immigration, etc. Ils sont très importants. Mais le fond du sujet, c'est de faire redémarrer ce pays, de faire des réformes de structure qui sont très difficiles. La vérité, si vous avez aujourd'hui un Front National à 25%, c'est que les Français ont perdu toute confiance dans la parole politique. Et là-dessus, je rejoins Valls. Quand Valls, dans son discours, le langage politique était une langue morte. Il a raison. Il a raison. Nous avons 30 années d'échecs derrière nous. 30 années d'échecs, la droite et la gauche, dans la réforme de ce pays. C'est pour ça que les gens sont désespérés, qu'ils ne nous croient plus, qu'ils pensent que nous sommes des parasites, que nous sommes tous des privilégiés et qu'on ne fait pas le boulot. Donc ils se tournent vers le Front National. Donc il est absolument urgent, et à gauche et à droite, de se mettre sérieusement au travail et d'arrêter de tourner autour du pot. Je regrette de voir le gouvernement socialiste, qui a pourtant mis un garçon énergique poste de Premier ministre, continuer à tourner autour du pot. Alors, on aurait beaucoup de questions peut-être à vous poser sur l'organisation des écuries pour 2017, mais c'est prématuré et
peut-être pas forcément dans l'actualité. Simplement, lorsque vous avez vu, au fond, une sorte de rejet, abstention lors des élections européennes, et ce sont, et pas seulement en France, les eurosceptiques, voire les anti-européens, qui l'emportent, vous, ancien ministre des Affaires européennes, comment vous expliquez ce rejet, cette indifférence, alors que depuis une soixantaine d'années, on a l'impression d'une Europe qui se construisait, qui s'élargissait, bref, qui donnait à rêver, en tout cas qui était... c'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire d'un immense succès, en même temps d'un formidable naufrage technocratique. Le succès, c'est qu'on a réussi à stabiliser le continent, à surmonter la coupure de la guerre froide, à avoir une maison commune pour tous ces peuples. Et le naufrage technocratique, c'est que tout ça s'est enfoncé dans une espèce de monde abstrait. Il faut aller à Bruxelles et voir de près comment ça fonctionne. Il y a un côté totalement effrayant. C'est Heisenberger qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Le doux monstre de Bruxelles ». Lui, c'est un Européen convaincu comme moi. Mais quand je vois ce que c'est devenu, c'est-à-dire une masse de gens qui prennent des décisions et qui sont sur une autre planète, ils sont complètement divorcés des peuples. Parce que les peuples et les gouvernements nationaux sont par définition le mal. C'est là qu'est le nationalisme, c'est là qu'est le rejet. Eux, ils ont une sorte de vérité supérieure. Et ils légifèrent. Ils légifèrent à tort et à travers, souvent sans savoir, de façon déconnectée. Il y a un vrai problème de contrôle démocratique. Et le résultat, c'est que dans une Europe qui est très hétérogène, entre la Grèce et l'Allemagne, le Danemark et, le Portugal, avec des fiscalités différentes, des modèles sociaux différents, il faut que tout le monde rentre dans le même moule. Et petit à petit, les peuples se sentent dépossédés et de leur avenir et de contrôle démocratique. Et ça, c'est pas bon. Donc, dans le choix de la prochaine commission, si je pouvais donner un tout petit conseil au chef d'État, attention, allez-y. Ne pas fabriquer une commission, encore une fois, qui vit sur une autre planète. Et Jean-Claude Juncker est le bon candidat ? Alors Jean-Claude Juncker, j'ai eu à travailler avec lui quand j'étais au gouvernement. C'est un homme qui a énormément d'expérience, qui est certainement très compétent sur les problèmes économiques et financiers. Est-ce qu'il saura donner un sens politique à tout ça au niveau de la Commission? C'est une autre histoire. Il faut que les dirigeants européens soient au diapason des problèmes des peuples. Or, jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. On a une Commission qui est complètement éthérée, un Parlement européen qui est lui-même extrêmement lointain, mais qui a de plus en plus de pouvoir. Ouais. Ce sont tous des arguments développés par Marine Le Pen, c'est ce scepticisme par rapport au monstre de Bruxelles. Est-ce que Bruxelles est un monstre? Le doux monstre de Bruxelles. Je renvoie à ce livre qui est écrit par un Allemand très pro-européen, qui a passé 1 an dans les couloirs de la Commission et qui en est revenu avec des observations journalistiques sévères, mais justes. Quant à Madame Le Pen, excusez-moi, le problème, c'est que bien souvent, elle s'empare de vrais sujets, mais avec de mauvaises solutions. Le vrai sujet, c'est que l'Europe ne fonctionne pas. La mauvaise solution, c'est de sortir de l'Europe ou sortir de l'euro. Donc il faut qu'on arrive à la faire fonctionner. Parce que je ne sais pas l'alternative à la construction de ce continent. Il faut juste arriver à le faire beaucoup mieux et beaucoup plus simplement en reprenant un certain nombre de pouvoirs au niveau national. Parce qu'il n'y a pas... On ne voit pas très bien pourquoi il y a cette inflation de textes sur des sujets d'ailleurs sans importance. Et vous noterez qu'à chaque fois qu'il y a un problème important, l'Ukraine, le gaz russe, la Syrie... il n'y a plus d'Europe. Donc, on mouline des tonnes et des tonnes de directives sur des sujets complètement baroques, du sauvetage du grand hamster d'Alsace, dont j'ai eu à m'occuper quand j'étais ministre, en passant par la courbure du concombre et je ne sais combien d'autres thèmes, quand il ne se mêle pas de politique industrielle dans le mauvais sens du terme, en empêchant les regroupements de champions nationaux. Et en même temps, vous avez une absence totale sur les vrais sujets importants. Ça ne peut pas continuer, vous comprenez. Dernière question avant la pause, d'Yves Michel-Ayols. Oui, donc visiblement, vous êtes assez d'accord avec le Premier ministre britannique David Cameron qui dit que M. Juncker ne doit pas prendre la tête de la prochaine commission. Mais écoutez, il y a une logique de la machinerie européenne qui consiste à dire il y a une majorité parlementaire, il faut que cette majorité parlementaire ait le futur, entre guillemets, Premier ministre, président de la Commission. Mais là, on rentre dans une logique fédéraliste qui n'est pas la mienne. Alors, il faut essayer de trouver quelqu'un qui soit le mieux capable d'insuffler. Il faut un autre Delors, il faut trouver le bon Delors. Et ils existent dans la classe politique européenne, il y a des bons. Pierre Lelouch, nous vous retrouvons dans un instant. Avant cela, le point d'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. Et on se retrouve immédiatement.
Retour international, vous êtes sur les antennes de TV5 Monde de Radio France Internationale. Nous recevons aujourd'hui Pierre Lellouche, ancien ministre français des Affaires européennes, député UMP de Paris. Première question, après cette reprise, avec Yves-Michel Riols du Monde. Oui, juste avant la pause, vous disiez, Monsieur Lellouche, qu'à votre avis, Monsieur Juncker ne serait pas le meilleur candidat pour l'ancien Premier ministre du Luxembourg. Voilà, oui. pour succéder à la tête de la Commission européenne. Qui serait le mieux placé d'après vous et pourquoi ? Je ne sais pas qui, c'est pas mon rôle. Je rappelle simplement que la décision incombe au chef d'État. Et que, mais en tenant compte de l'élection, c'est un peu la règle du jeu. Mais en tenant compte. Ouais. Mais on n'est pas dans un soi-disant système parlementaire européen où les partis vainqueurs désignent leur, entre guillemets, futur Premier ministre. On est dans une commission qui est désignée par les États. On avait cru comprendre ça pendant la campagne, puisque le Parlement peut aussi ne pas accepter ce choix. Mais il y aura une épreuve de force. Ouais. Mais le fond du sujet, c'est que l'Europe n'est pas fédérale. C'est au gouvernement européen de se mettre d'accord sur qui peut porter une commission. Oui, mais l'abstention est déjà forte. Si après le vote, on dit OK, vous avez voté, mais on préfère nous, chefs d'État, mettre quelqu'un d'autre. Les chefs d'État et les États sont en charge de l'Europe. D'accord. On n'est pas dans un système supranational. Voilà. Et si on rentre dans cette mécanique, je prédis un clash institutionnel très grave entre la machinerie européenne et les peuples et les nations. Donc attention. C'est un moment historique très important. Il n'y a pas intérêt à se tromper, y compris sur l'identité. Encore une fois, j'ai rien contre personnellement M. Juncker, mais il faut que quelqu'un soit à la hauteur de la crise que connaît l'Europe aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que le Luxembourg, l'économie luxembourgeoise, soit nécessairement le meilleur reflet des contradictions internes de l'Europe aujourd'hui, dans la mondialisation. Vous n'êtes pas inquiet par le nombre important de députés qu'il y aura, des eurosceptiques, des anti-européens, que ce soit Marine Le Pen, le UKIP, etc. Ça va faire du monde, peut-être même un groupe. Oui, mais ça reste relativement marginal et pas de nature à bloquer le travail parlementaire. On dit un mot, et puis on n'y revient plus à la situation française. Ici même, il y a une semaine, Jacques Attali disait qu'il était envisageable, après tout, d'avoir une victoire du Front National à la présidentielle française. C'est-à-dire un jeu institutionnel où vous, les partis de gouvernement, gauche ou droite, vous perdiez. Oui. C'est possible ? Oui, c'est possible. Si nous continuons à faire la preuve, la gauche qu'elle est incapable de gouverner et la droite incapable de présenter une alternance sérieuse et crédible, alors oui, il y a suffisamment de gens en France qui sont en colère aujourd'hui pour dire on va essayer autre chose. Il faut faire très attention parce que cette colère, nous sommes un certain nombre à la noter quand nous parlons aux gens, quand nous voyageons dans le pays. C'est pas du tout un phénomène de mode, c'est ancré. Beaucoup de jeunes sont maintenant tellement déçus entre ceux qui sont partis et ceux qui restent et qui subissent. Je veux dire que cette colère, elle est là. Donc à nous de nous montrer à la hauteur du défi. Et cette fois-ci, de faire le job. Malheureusement, je constate que la gauche, aujourd'hui, continue à s'enfoncer dans l'improvisation, la navigation à courte vue, tout ça est pas bon du tout. Pas bon du tout et très inquiétant. Alors peut-être peut-on parler d'autres thèmes internationaux. L'actualité riche, on vient de le voir dans ce flash. Peut-être en nous souvenant que vous avez été en charge du commerce extérieur. Que pensez-vous du bras de fer entre, on pourrait dire, la France et les États-Unis sur fond de l'amende gigantesque PNB Paribas ? C'est de la diplomatie déguisée et mal déguisée. Il y a une vraie faute de la part d'une banque. Comment est-ce que vous réagissez ? Écoutez, j'étais le premier, en dehors du Front National. C'est quand même triste, hein. Il y a 15 jours, à prendre publiquement la parole pour dénoncer ce qui est en train de se passer sur la BNP. Et ce n'est que 8 jours plus tard que le gouvernement français a commencé à s'agiter autour de cette affaire. Il faut bien voir que les Américains jouent très dur à l'international et n'hésitent pas à utiliser la loi américaine, la loi interne, pour éliminer un certain nombre de concurrents. Alors, soit ce sont des lois anti-corruption, soit ce sont des lois sur des sanctions. Ils ne se privent pas d'imposer aux autres ce que nous, on ne peut pas leur faire. Une sorte de protectionnisme déguisé ? Oui, c'est même de l'élimination des concurrents. Dans le cas de cette affaire, vous savez, quand il y a une sanction internationale sur l'Iran, sur le Soudan, il faut un accord de la communauté internationale. Il y a un droit international qui fonde des sanctions. Sur Cuba, par exemple, on n'est pas d'accord avec les Américains. Eux, ils ont un embargo. Nous, pas. Nous pas. Bon, depuis toujours. Mais quand, à partir d'une loi américaine, on interdit à une banque de commercer avec ces pays parce que cette banque utilise le dollar,
alors là, on est dans quelque chose qui est totalement baroque. Alors bien sûr qu'il y a eu des irrégularités. Moi, j'ai été à la fac de droit de Harvard, je connais le droit américain, et je ne doute pas que le procureur de New York ait sûrement des preuves qu'il y a eu des irrégularités par rapport à la loi américaine. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que nous, Français et Européens, on va se laisser faire, en se laissant imposer unilatéralement des lois internes américaines pour nous empêcher de faire du commerce au niveau international, alors même que nous avons une négociation internationale sur le commerce en ce moment. C'est inacceptable. Et alors même que, en ce moment, nous sommes en train de vendre Alstom à General Electric. C'est assez bonne l'histoire. Et que dès lors que nous aurons vendu Alstom à General Electric, Alstom ne pourra plus travailler à Cuba, par exemple, où nous avons des centrales thermiques. Alstom, dès que ça deviendra General Electric, on sera obligé d'arrêter. Mais vous croyez dans la séparation de la justice et du pouvoir politique aux États-Unis? Mais j'ai trouvé que l'affront qu'a fait Obama à François Hollande à l'issue du sommet du G7 est incroyable. Obama dit, attendez, nous avons des règles de droit, nous avons une justice indépendante. Je crois comprendre que tout le monde n'est pas dans ce cas. Mais bien sûr qu'ils ont une justice indépendante, sauf qu'ils l'instrumentalisent totalement en politique étrangère. Ça, je peux vous assurer. En ce moment, à Téhéran, il y a plein d'entreprises américaines qui commencent une négociation bilatérale et qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'éliminer les concurrents européens. Et on instrumentalise la loi américaine à des fins de politique étrangère. C'est vrai pour les ventes d'armes, c'est vrai pour la finance, c'est vrai pour l'énergie. Et on n'est pas dans un monde de bisounours. Il faut que la France affirme ça. Oui, il faut que l'Europe, dont on parlait tout à l'heure... Paribas ne pouvait pas prévoir ce genre de rétorsion et le fait que le dollar soit la monnaie d'usage, tout le monde le sait. Tout le monde pouvait s'attendre à ce que... Mais que BNP n'ait pas correctement géré l'affaire, sans doute. Parce que ça supposait... non pas essayer de contourner, mais d'en faire un clash. Quand vous voyez des boîtes comme Google, les multinationales américaines qui travaillent en Europe, qui ne payent pas l'impôt, qui échappent à l'impôt européen en jouant des failles du système, alors que nous... l'égalité. Ben voilà. Donc il faut que nous soyons capables de nous faire respecter. Si on ne se fait pas respecter face aux États-Unis, ils s'assoient littéralement sur nous. Voilà. Il faut le savoir, ça reste nos alliés, nos amis. Je passe pas nécessairement pour un anti. Je connais par cœur, j'ai fait mes études là-bas. On a besoin d'eux, comme ils ont besoin de nous, mais sur la base d'un respect mutuel. Si on commence à se coucher, c'est terminé. Or, je dis que le gouvernement français, dans cette affaire, et attention à l'affaire General Electric, attention à ce que ce ne soit pas une fusion-acquisition par les Américains d'un de nos fleurons industriels. Si c'est un partenariat, ok, sinon ce sera catastrophique. On a vu Alcatel-Lucent, j'ai pas envie de revivre ça avec Alstom. Mais pour revenir à BNP Paribas, vous semblez contester le fait qu'il puisse avoir eu une infraction de la part de cette banque concernant les sanctions. C'est-à-dire que s'il y a effectivement eu non-respect des sanctions, non pas américaines, mais de l'ONU vis-à-vis de l'Iran par BNP Paribas, il ne s'agit pas simplement d'un problème franco-américain. Que faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'union sacrée française autour d'une banque alors qu'il y a soupçon de délit et d'infraction du droit international vis-à-vis d'un pays qui a été désigné par le Conseil de sécurité de l'ONU comme représentant une menace nucléaire potentielle? D'après ce que je sais, c'est pas le sujet, justement. C'est pas la sanction internationale qui est violée. C'est l'utilisation de la devise américaine, le dollar, sur des transactions licites. Ça n'est pas la violation du droit international. C'est tout le sujet. Donc les Américains, ils ont quelque part raison de dire il y a eu violation de la loi américaine. Moi, je suis procureur de New York. Je vous dis que cette banque a violé la loi américaine. La question, c'est comment cette loi américaine sert les intérêts de l'État américain à l'extérieur. Et ça, personne ne le soulève, et c'est pourtant la question clé. Nous aussi, on pourrait multiplier les lois internes qui permettent de punir Monsieur Google ou Monsieur McDo et autres, mais on ne le fait pas. Les gouvernements par le passé n'ont pas contesté ce système. À partir du moment où la transaction passe par des chambres de compensation sur le sol américain, ça tombe sous le coup de la loi américaine. Et jamais aucun gouvernement français n'a mis le doigt là-dessus. Alors, le vôtre non plus.
peut-être. Il y a eu quand même un chef d'État qui s'est battu contre ça, c'était le général de Gaulle, quand il parlait de l'inégalité entre le dollar et les autres monnaies. Voilà. Mais que les Américains... Il y a une chose que je n'accepte pas, c'est l'extraterritorialité de la loi américaine utilisée comme moyen de politique étrangère. Mais là, c'est pas l'extraterritorialité, ça se passe dans des chambres de compensation aux États-Unis. Mais sur des transactions à l'extérieur, dans une monnaie américaine. Et donc on interdit à des sociétés de travailler dans le reste du monde, à partir du moment où on utilise la devise américaine. De la même façon que l'Amérique, par exemple, en matière de haute technologie ou de vente d'armes, dès lors qu'il y a un équipement américain à l'intérieur d'un objet, interdit l'utilisation de cet objet dans le reste du monde, avec à la clé des sanctions très fortes pour l'accès au marché américain. Vous suivez. Il faut que nous ayons le même genre d'outils, parce que la seule chose qui permette de sortir de cet état de jungle, c'est d'avoir des outils équivalents côté européen. Alors plutôt que de s'occuper de la courbe du concombre, on revient au concombre. L'Union européenne ferait bien d'avoir le type de législation qui permettent de résister à ce genre de chantage. Idem d'ailleurs pour les Chinois qui ne se privent pas eux aussi de contourner toutes les lacunes du droit européen. Je le disais, vous vous intéressez donc aux grands dossiers internationaux. Il y a ce qui se passe actuellement en Irak, le pays menacé de démantèlement ou de contrôle par les djihadistes. Est-ce que, rétrospectivement, tout ne commence pas il y a une dizaine d'années? On sait qu'à l'époque, vous n'avez pas été critique contre l'intervention américaine. Vous pensiez qu'il pouvait y avoir des armes de destruction massive. Est-ce que l'intervention militaire n'est pas le début de la déstabilisation de l'Irak, dont on voit des crises, des contre-coups encore aujourd'hui, 10 ans après? Fallait y aller en d'autres termes? À l'époque, je me suis trompé, comme tout un tas de gens se sont trompés, parce que tout le monde pensait qu'il y avait des armes de destruction massive. On s'est aperçu après qu'il n'y en avait pas. Qu'il n'y en avait pas. Enfin, pas tout le monde. Beaucoup de gens. Y compris nos services, madame. Y compris nos services, parce que, malheureusement, le régime de Saddam Hussein avait multiplié les armes de destruction massive précédemment. Il y avait les services de renseignement. Et il y avait tout un débat sur ce sujet. Moi, le débat de l'époque m'avait opposé à Dominique de Villepin. Non pas sur le point de savoir s'il fallait ou pas faire la guerre, que la France faire. J'ai jamais dit que la France devait faire la guerre en Irak. Je pensais qu'il fallait pas que la France fasse la guerre aux États-Unis sur l'Irak. C'est différent parce que ça faisait des mois qu'on savait que les Américains allaient entrer en guerre. Ce qui s'est passé, c'est que cette opération a été malmenée du début jusqu'à la fin, que paradoxalement, une des causes aujourd'hui du problème en Irak, c'est que Obama a ressorti les forces américaines il y a déjà 3 ans, avant que l'armée irakienne soit capable de tenir. Il y retourne avec un porte-avions. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, avec le conflit ouvert en Syrie, on a un véritable cratère ouvert, à ciel ouvert, avec des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés, et un conflit qui monte entre le monde sunnite et le monde chiite. L'un des paradoxes de l'intervention américaine en Irak, c'est d'avoir servi les intérêts de l'Iran, qui est devenu la puissance chiite émergente, perçue comme une menace qui aujourd'hui est prêt à aller en Irak avec les États-Unis d'ailleurs. Alors là où ça devient complètement baroque, en effet, vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, d'un côté de la frontière, nous l'occidentaux, France comprise, nous soutenons les sunnites contre Bachar el-Assad et ses alliés iraniens. De l'autre, l'Amérique promet d'aller bombarder au service de Maliki, qui est soutenu par l'Iran. Donc d'un côté, on bombarde les chiites, de l'autre, on va bombarder les sunnites. Si quelqu'un y comprend quelque chose, je voudrais qu'on m'explique. Professionnelle, parce que parmi les sunnites, il y avait tout de même des opposants modérés à Bachar al-Assad, qu'on n'a pas soutenu plus que ça. Et on a laissé justement cet État islamique en Irak et au Levant s'installer et dominer la situation. Alors est-ce que vous auriez été pour l'intervention, vous, en Syrie? Alors, je veux vous dire, comme Hillary Clinton, qui a fait aussi son mea culpa il y a quelques jours à l'occasion de la sortie de son livre, ces interventions en Syrie, il fallait le faire très tôt, il y a 3 ans. À mesure qu'on attendait, qui est-ce qui a mis de l'argent dans cette guerre et qui s'est renforcé? Ce sont les mouvements djihadistes les plus durs, soutenus par les États du Golfe, Arabie Saoudite et Qatar, pour ne pas les nommer, mais il faut les nommer. La vérité, c'est que ces pays du Golfe, qui sont nos partenaires, jouent aussi leurs intérêts en soutenant par le biais de fondations, mais elles ne vous diront jamais les choses comme ça. Mais il y a de l'argent qatari, il y a de l'argent saoudien dans les forces djihadistes qui se battent aujourd'hui contre Bachar al-Assad, parce que dans ce conflit, on voit bien émerger 2 pôles.
le pôle chiite autour de l'Iran et le pôle sunnite qui représente le monde arabe, très, très bouleversé par ailleurs par les révolutions arabes. Il n'y a plus l'Égypte, les pays arabes sont déstabilisés, et donc le poids des États du Golfe est maintenant dominant dans ce jeu. Et c'est un jeu extrêmement dangereux. Un mot avant de donner la parole à Yves-Michel Riols. Il est sauvé, Bachar al-Assad? Il t'en voit pas? En ce moment, oui. Oui, il est sauvé. Il est sauvé à la fois par l'aide massive qu'il a eue de l'Iran et le soutien permanent de la Russie. Parce que là aussi, c'est un terrain de jeu où Poutine a excellé, c'est que lui n'a pas varié. Poutine ne veut pas entendre parler de revendications islamiques dans sa frontière sud, dans le Caucase. Donc, il va taper tout ce qui ressemble à des djihadistes. Donc, il est allié de Bachar al-Assad. Et il n'en bougera pas. Parce que son intérêt national, c'est d'être la ligne de front contre le djihadisme. C'est même ce qu'il revendique par rapport à une Europe jugée trop molle. Oui, on voit que la crise en Irak tétanise en fait tous les pays occidentaux parce que c'est un scénario catastrophe qui est en train de se dérouler avec des affrontements qui montent en puissance, la perspective d'une partition du pays, un jeu à multiples bandes, là, comme vous venez de le rappeler. Dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a aujourd'hui, face à cette situation, des leviers sur lesquels les pays européens, notamment, peuvent utiliser pour essayer de peser sur la situation? Ou est-ce que face à une telle situation, il faut, j'allais dire, un peu capituler et puis se rendre compte, et puis se rendre compte que finalement, la prudence impose une forme de discrétion, quoi. Quels sont aujourd'hui... Ne pas intervenir là-dedans n'est pas capituler. On n'a pas d'option. On peut bombarder... À un moment, François Hollande et M. Obama, il a changé d'avis, mais on était sur le point d'aller bombarder des unités de l'armée syrienne. Les mêmes Américains disent on va peut-être aller bombarder quelques djihadistes avec lesquels on se bat de l'autre côté. Hein, c'est ça. Encore une fois, le paradoxe, c'est que d'un côté on tape les sunnites, de l'autre côté on va taper des chiites. Allons-y, essayez de comprendre la logique de tout ça. Donc moi, extrême prudence. 2, on ne peut pas mettre de troupes au sol. Qui est-ce qui va rentrer dans une guerre civile à cette ampleur-là? 3, je crois qu'il faut comprendre que le danger le pire pour nous, c'est que ce conflit donne naissance, après la partition, parce que le Kurdistan est déjà sorti, la question c'est maintenant l'organisation de quelque chose qui sera un semblant d'État sunnite à la frontière de l'Irak et de la Syrie, et de l'autre des poches chiites, l'une raccrochée à l'Iran, l'autre autour des Alaouites. Mais si on a un État islamique, une espèce d'émirat, alors là on retombe sur le scénario qu'on avait à Kaboul avant l'intervention américaine. C'est-à-dire que on a un appel d'air permanent à tout ce monde musulman déstabilisé en Afrique du Nord, mais aussi en Europe. Donc, centaines, voire des milliers de combattants vont venir se former au terrorisme. Et pour nous, c'est une menace existentielle. Donc c'est là qu'on est dans cette contradiction. Dans le conflit lui-même, on ne sait pas faire et on ne peut pas faire. De l'autre côté, l'émergence d'un pouvoir terroriste au Moyen-Orient, pour nous, c'est une menace mortelle. Comment est-ce que vous regardez ce qui est en train de se passer en Afghanistan en ce moment même? Donc, ce samedi, les Afghans ont voté. Donc, les élections ont eu lieu. De toute façon, il y a eu de la violence, mais elles se sont tenues tout de même, peut-être avec une participation supérieure à 50%. Et donc, il va y avoir un retrait total des forces étrangères d'Afghanistan. Est-ce qu'on ne va pas commettre une deuxième fois la même erreur après être resté plus d'une décennie sur place, lever le camp, alors que la situation est loin d'être résolue? Alors, j'ai eu la chance et l'honneur de représenter notre pays en Afghanistan pendant une année, à la demande du président Sarkozy, et je connais bien, aussi bien M. Abdullah que Ashraf Ghani, et un peu la situation dans ce pays. Je crois que si on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de retrait précipité, donc bien s'assurer que l'armée afghane soit correctement formée, et elle commence à l'être, ne pas déserter l'Afghanistan en disant c'est fini, on passe à autre chose, alors il y a peut-être une chance que ce pays s'en tire, mais il y a une condition majeure, en dehors du rôle des Occidentaux, c'est qu'une solution diplomatique soit trouvée entre les pays de la région, c'est-à-dire entre l'Iran, mais surtout l'Inde et le Pakistan. Parce que si l'Inde et le Pakistan, et surtout le Pakistan, continuent à traiter l'Afghanistan comme une espèce de terrain de jeu où on fabrique du terrorisme et on continue la guerre par procuration avec l'Inde, alors les chances de l'Afghanistan sont nulles. Donc il faut vraiment inciter les pays de la région à trouver une sorte d'accord de neutralisation de l'Afghanistan, et là, il y a une chance que ce pays s'en sorte. Mais
Quel bilan est-ce que vous faites finalement? Ces opérations en Afghanistan, elles ont coûté 3,5 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on en a tiré aujourd'hui? Les talibans sont quand même très proches de pouvoir reprendre pied. Et au Pakistan, le pays est aussi en difficulté avec ses insurgés. Je crois que la leçon de 13 années de guerre américaine ou onusienne ou otanienne en Afghanistan, mais également en Irak, mais également de nos interventions récentes en Libye, puis ce dont je m'occupe aujourd'hui du Mali, Centrafrique, je vais vous dire. Je crois que la sagesse voudrait que l'on fasse le minimum de temps sur place. Si intervention il doit y avoir, ça doit être fait, bien sûr sous mandat international, très vite, au moyen de forces spéciales. On répare une situation s'il y a par exemple un danger terroriste, et ensuite on ne reste pas. Voilà, parce que si vous restez, vous devenez force d'occupation et co-responsable de l'avenir politique d'un pays que vous ne contrôlerez pas, et dans lequel vous serez traité d'occupant. C'est ce qui commence à nous arriver au Mali, et c'est très désagréable quand on sait les sacrifices qu'on y a fait, ou en Centrafrique, où on a essayé d'éviter des morts entre chrétiens et musulmans. Au final, on est, nous, pris à partie. Donc je dis au gouvernement, parce que si on doit nous réfléchir sur toutes ces opérations, bien sûr que Chirac a eu raison de ne pas faire la guerre en Irak, mais en Irak, en Afghanistan, en Libye, au Mali et en Centrafrique, apprenons la modestie, parce que je ne vois pas très bien ce qu'on fait dans des opérations de présence militaire longue. D'abord, on n'a plus les moyens, et deuxièmement, on ne sait pas gérer. Mais c'est assez classique, lorsque la France n'y va pas, on parle d'indifférence, quand elle y va, on parlera d'occupation ou d'ingérence. Au Mali, il fallait y aller, vous étiez d'accord avec ça? J'ai voté pour, j'étais d'accord pour ce que j'appelle Serval 1, c'est-à-dire l'éradication des colonnes terroristes. On a fait le job. Il fallait Maintenant, est-ce qu'il faut rester marié à la classe politique malienne dans ces relations complexes entre le Sud et le Nord, et un accord de paix éventuel qu'on recherche depuis 60 ans entre les Bambara et les Touaregs, moi je dis bonne chance. On n'est pas nécessairement obligé de... redéploiement. Mais les effectifs quand même diminuent sur le Mali. Oui, mais malheureusement, vous avez vu qu'alors qu'on voulait redéployer les forces sur la bande sahélo-saharienne, il a fallu retarder cela à cause de la reprise des combats entre l'armée malienne et les Touaregs. Donc tant que Serval est dans le coin, ça va être très compliqué. Et encore une fois, mon conseil à M. Le Drian, mais il le sait puisque nous en parlons, c'est ne restons pas dans des opérations permanentes dans ce genre de pays. Aidons-les, apportons l'aide internationale, ce qui est le cas d'ailleurs au Mali et Centrafrique. Et ensuite, nos forces militaires n'ont pas vocation à être des forces d'occupation sur le long terme. Pierre Lellouche, sans prendre un par un les dossiers internationaux, on sait que vous êtes très critique, député d'opposition, sur la politique intérieure française. Vous êtes plus en consensus ou tout aussi critique sur la politique étrangère de la France? Je crois que vous avez pu l'entendre. J'ai quelques réserves sur l'Afrique. Des réserves, oui, mais... des vraies réserves. Voilà, il fallait faire un certain nombre de choses, mais attention à ne pas s'enliser. Sur le Proche-Orient, on a tous pensé que enfin tous, pas moi, mais Monsieur El-Assad allait partir, c'était réglé. On a été distribuer des fonds aux djihadistes. Regardez où on en est, c'est pas franchement brillant. Pas aux djihadistes qu'on distribuait les fonds. Il y avait une opposition modérée. Oui, enfin, vous avez raison, pas aux djihadistes, aux sunnites anti-El-Assad. Enfin, lesquels et dans quelles conditions. Là où j'ai un vrai sujet, vous l'avez entendu, sur l'économie internationale et les relations avec les États-Unis, et sur l'Ukraine, j'ai trouvé que pendant toute la période de Maïdan, on était totalement absent du jeu. Aucun ministre français n'est allé en Ukraine à ce moment-là. On a découvert l'Ukraine bien tardivement. Et je trouve qu'on est assez peu présent sur ce dossier, qu'on aurait pu prendre l'initiative d'un dialogue beaucoup plus tôt avec Poutine avant qu'il s'empare de la Crimée, par exemple. Merci Pierre Lellouche d'avoir passé cette heure en notre compagnie avec Radio France Internationale Le Monde et sur les antennes de TV5 Monde. Vous êtes député UMP d'opposition de Paris, ancien ministre des Affaires européennes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Excellente suite de programme sur les différentes antennes que je viens de citer.